comme patient qui navigue à plusieurs endroits, t'es pris avec l'idée que à chaque fois que tu vas dans un nouvel endroit, tu sais pas comment tu vas être reçu. Il faut que tu fasses une évaluation de ici, est-ce qu'on va m'écouter puis me croire? Est-ce qu'on va faire confiance à ce que j'ai appris? Est-ce qu'on va faire confiance au savoir que j'ai développé, à mes savoirs expérientiels puis à mes savoirs cliniques? Ou est-ce qu'on va me fermer la porte à ça? Puis si tu es trop insistant, là, il y a du braquage. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je suis Karianne Driade, votre animatrice. On se retrouve aujourd'hui à Halifax en direct à ICANN avec Madame Annie Décoto, je suis désolée. On se retrouve, c'est une patiente partenaire, un épisode que je trouve que je pense que c'est l'épisode le plus important de toute la série, parce que quand on l'oublie pas, en fait, on devient médecin pour les patients et non pour les pathologies. Alors, je suis très, très heureuse de vous avoir avec nous pour explorer un petit peu qu'est-ce qui fait d'un bon médecin, c'est quoi la perception du patient. Fait que moi, chaque épisode, je demande à mon invité de se présenter un peu plus, en apprendre à la connaître. Alors, aujourd'hui, on ne fera pas l'exception. Si vous voulez juste un petit peu vous présenter, puis qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai la chance de vous avoir aujourd'hui devant moi. Bien, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici et d'avoir la chance de discuter avec toi. Donc, moi, je m'appelle Annie Décoto, je suis patiente partenaire. Je suis co-directrice du bureau du patient partenaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et ce qui m'a amenée là, en fait, c'est beaucoup la trajectoire d'avoir navigué dans le système de santé. Donc, moi, qui ai ma petite trajectoire de soins banale et inintéressante, mais vraiment, là où j'ai appris vraiment beaucoup de choses, puis des compétences de soins, c'est à travers la trajectoire de soins de ma fille qui est née avec une problématique rénale sévère, donc une maladie grave qui a mis sa vie en danger et pour laquelle on a dû, comme famille, vraiment se réorganiser à plusieurs niveaux. Puis elle a été hospitalisée de nombreuses reprises. Elle a eu des multiples chirurgies, des complications, plusieurs complications. Ce qui fait qu'on a été obligé, je dis souvent qu'on avait la garde partagée de notre enfant avec l'hôpital, mais c'est qu'on a dû apprendre vraiment à comprendre le système de santé autrement. Donc, au départ, le système de santé, tu penses que le système de santé il est là pour trouver des solutions à tous tes problèmes. Tu penses que tu apportes un enfant malade à l'hôpital puis tu dis, ben, pouvez-vous le soigner? Mais en fait, on se rend compte que c'est une grande zone grise. Les réponses sont pas noires ou blanches. Il y a plusieurs pistes de solutions. Il y a une multitude de décisions à prendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a des impacts majeurs sur toutes les sphères de la vie. Familiale, évidemment, professionnelle, sociale, familiale, psychique, psychologique, physique. Ça affecte vraiment toutes les sphères de la vie. Et avec l'équipe de soins avec qui j'ai travaillé à soigner ma fille, là, c'était un bébé au départ, là. Après ça, elle a grandi, elle est devenue une enfant, elle est devenue une préado, elle est devenue une ado, on a connu la transition. Tout ça, c'est une multitude de choses une multitude de complexités avec lesquelles composer. Et puis, il y a des apprentissages vraiment qui sont très, très uniques dans ces trajectoires-là, qui peuvent faire une différence dans la qualité des soins qui sont donnés. Puis qui peuvent après ça aussi faire une différence dans qu'est-ce qu'on fait de cette expérience-là? Est-ce qu'on peut la réinvestir ailleurs? Alors moi, j'ai été très fascinée par l'ensemble des choses que j'avais apprises dans le système de santé. Et quand j'ai su qu'à l'Université de Montréal, il y avait un programme de patients partenaires, j'ai été immédiatement séduite par ce programme-là en disant, c'est sûr que j'ai des choses à dire pour ce programme-là, c'est sûr que j'ai envie de, je sais pas exactement c'est quoi, j'ai envie de sauter dans l'arène, là. J'ai envie de prendre part à ce mouvement-là. Et je me suis impliquée comme patiente partenaire, puis on s'entend que dans le titre patient partenaire, tu sais, ça peut être une terminologie qui est plus vaste, là, usager, bénéficiaire, proche aidant. Donc, on s'entend que c'est quelqu'un qui a une expérience significative, d'avoir côtoyé la maladie au quotidien, d'avoir pris des décisions, d'avoir été fondamentalement impliqué dans le soin. Et que j'ai décidé de réinvestir ça en éducation médicale à travers le programme de patients partenaires à la Faculté de médecine. Je trouve ça super intéressant, mais j'aimerais ça accrocher sur beaucoup de choses que vous avez dit. Il y a beaucoup de questions qui sont venues en tête. Mais premièrement, je trouve ça intéressant de voir que, tu sais, je pense que moi,
c'est en entrant en médecine que je me suis rendu compte que pas de nouvelles est pas nécessairement égal à bonne nouvelle, surtout au réseau de la santé au Québec. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, j'ai pas de nouvelles de mes prises de sang. » C'est souvent parce que tout est correct. Puis là, quand tu rentres dans la médecine, tu dis « Non, il y a beaucoup de soins que le patient doit prendre en charge. » Fait que je trouve ça super intéressant. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi les choses que vous avez appris justement dans le réseau de la santé que vous n'étiez pas conscient en étant patient? Je pose cette question-là parce que quand on est étudiant en médecine, puis quand on est dans le domaine de la santé, on oublie souvent ce qu'on savait pas. Fait que je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, c'est quoi la perception du patient vis-à-vis le système de la santé? Bien, je pense que comme population, on apprend que le système de santé va te soigner. Je pense que c'est l'héritage de dire, l'héritage un peu paternaliste de on va prendre soin de vous, vous n'avez pas à vous inquiéter, on va s'en occuper. Mais en fait, c'est que tu arrives dans le système de santé, puis les médecins ou les professionnels de la santé n'ont pas toutes les réponses. Ils ont des réponses, il y a des pistes, des pistes de réflexion à avoir, il y a des suggestions de réponses, mais des fois, il n'y en a pas de réponse. L'autre chose que j'ai appris, donc ça, c'est pas noir ou blanc, c'est nuancé. C'est une zone grise, la médecine. C'est pour ça qu'on dit que c'est un art aussi. C'est qu'il n'y a pas une recette qui va fonctionner à tout coup et on ne soigne pas tous les patients qui ont la même maladie. On ne les soigne pas tous de la même façon parce que tous les patients sont différents puis tous les patients ont des valeurs, des croyances puis des contextes de vie qui sont différents et le soin va prendre une forme différente pour chacune de ces personnes-là aussi selon leur projet de vie, selon effectivement leurs croyances, leur bagage et tout ça. Puis l'autre chose, je me souviens d'être rentrée avant d'avoir mes enfants à l'hôpital Sainte-Justine, qui est un hôpital pour enfants, mais moi, je pensais que c'était un hôpital de femmes enceintes où tu vas accoucher. Quand j'ai eu mon enfant qui était gravement malade, j'ai réalisé tout le monde à l'intérieur de ça. C'est pas un hôpital de femmes enceintes, c'est un hôpital d'enfants malades. C'est rempli d'enfants malades, c'est rempli de parents un peu désorientés, un peu sous le choc, c'est rempli de traitements, c'est rempli de gens qui sont de bonne volonté, des gens qui sont travaillants, des gens qui sont... il y a des gens qui sont endeuillés, il y a un monde à l'intérieur de ça que je ne soupçonnais pas. Donc déjà, je découvrais que, OK, c'est pas ce que je pensais. Ensuite, tu rentres dans un monde aussi où il y a une terminologie qui n'est pas la même chose que dans la population générale. Tu vois. Donc, tu apprends des nouveaux mots, tu apprends des nouveaux concepts, tu apprends des soins, des traitements, tu apprends à soigner aussi, tu apprends à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Moi qui ai un background en sciences économiques, j'avais jamais pensé que j'allais prendre des décisions sur des traitements de dialyse péritonéale. J'allais encore moins penser que j'allais faire la dialyse péritonéale sur mon bébé, que j'allais faire des injections intramusculaires, que j'allais irriguer des cathéters, que j'allais changer des pansements. Tu sais, j'avais jamais pensé que ça pouvait aller aussi loin que ça. Donc, après ça, l'autre chose que j'ai appris qui allait encore plus loin, c'est que j'amenais à mon équipe médicale des informations cliniques très importantes. J'amenais des informations, outre prendre le poids et la tension artérielle, qui sont des chiffres assez précis, tu amènes des observations cliniques qui sont prises en considération par l'équipe de soins qui disent « Ah, la maman a observé que… » Puis on va intégrer ça dans la prise de décision pour créer le prochain soin ou le prochain épisode de traitement. Moi, j'étais comme fascinée de voir que j'avais développé en fait une qualité d'observation, une connaissance de mon enfant qui me permettait d'ajuster très, très précisément les traitements quotidiens. Parce que la dialyse péritonéale, c'est des traitements 7 jours sur 7, tous les jours, qui durent une dizaine d'heures par jour. Donc, c'est énorme. Mais en fait, moi, j'ai une seule patiente. J'ai 24 heures sur 24 de temps d'observation, donc j'arrive avec des observations cliniques très, très fines, pointues et très pertinentes. Mais je trouve ça vraiment, juste dialyse intrapéritonéale, je pense que je demanderais à 95% des étudiants en médecine première année, ils n'ont aucune idée de c'est quoi ce terme. Fait que vous me dites c'est ça, je trouve ça comme fou à quel point qu'on voit que vous avez vraiment été impliqué dans les soins de votre enfant. Puis je me questionne, est-ce que c'est vous qui avez pris cette place-là ou c'est un personnel soignant qui a dit, écoutez, en ce moment, justement, faut faire partie de l'équipe. Faites partie, justement, de l'équipe soignante pour votre enfant. Bien, ça, c'est super intéressant comme question parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on apprend par nous-mêmes, qu'on cherche puis qu'on trouve des réponses à tâtons. Puis il y a d'autres choses où est-ce que c'est l'équipe de soins qui nous aide à développer ces compétences. Donc,
cette question-là, c'est l'équipe de soins qui m'a dit, on va vous montrer comment faire de la dialyse péritonéale. Puis je me souviens très bien de la réaction que j'avais eue. J'avais dit, je pense que vous avez mal compris, là, je suis pas infirmière ou médecin, là. Moi, qui m'ont dit, non, 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 on sait. On va vous le montrer étape par étape, mais on va former. Je suis comme, oh, OK. Hey, au début, j'étais surchargée mentalement d'apprendre les néphrons, l'unique... J'étais débordée, mais petit à petit, puis avec l'accompagnement de l'équipe de soins, j'ai vraiment appris pas à pas pour devenir meilleure qu'eux, pour faire une dialyse très, très, très précise. D'ailleurs, quand elle était hospitalisée, j'arrivais avec les consignes pour le soir. Dire, bon, ben pour ce soir, la personne qui va brancher la dialyse, voici la recette pour ce soir-là, parce que voici les données cliniques de la journée, donc c'est ça que ça prend aujourd'hui. Puis demain, ça va probablement être ça. Puis dire, OK, on fait comme ça, on y va comme ça. Donc ça, c'était quand même assez étonnant de voir cette collaboration-là, puis ce respect, et cette confiance-là qui s'est installée, de dire, moi, je peux donner une instruction ou je peux donner une observation qui est assez claire et précise, qui est prise en retour, qui est prise en considération par l'équipe de soins. Par contre, quand je sortais de cette équipe de soins-là, puis que j'allais ailleurs dans l'hôpital, là, c'était une autre histoire. Là, j'arrivais avec des gens qui me connaissaient moins ou qui me connaissaient pas, qui disaient, non, non, madame, on va aller regarder dans son dossier. Je disais, oui, mais dans son dossier, tout n'est pas écrit. Il manque ces informations-là, ou si j'essayais d'apporter des précisions, des fois, il y avait un petit recul en disant non, mais... Puis ça, je trouve ça tellement intéressant parce que même moi qui est étudiante en médecine, qui est externe, je le vois tellement souvent. Tu sais, des fois, les patients, puis c'est rien contre vous, mais tu sais, des fois, les parents, ils vont être pris un petit peu, la mère est intense ou la patiente est... c'est tellement les symptômes du patient, puis c'est comme un curriculum caché, il n'y a personne qui va le dire, on s'en fout un peu d'elle, mais c'est tout le temps un petit peu, c'est vraiment intrinsèque, tu sais, puis je trouve ça fou un petit peu de voir un peu cette idée-là, parce que clairement, vous étiez une mère super impliquée dans les soins de votre enfant, puis l'équipe soignante qui vous écoutait un petit peu moins, il y avait tellement avantage à écouter ce que vous avez à dire. Fait que, de ce que je comprends, mettons, ce serait quelque chose qui serait un petit peu plus à améliorer au niveau des étudiants en médecine puis des résidents, de toujours avoir la puce à l'oreille de comme, sais-tu quoi, peut-être que je devrais écouter ce que la mère a à dire, peut-être que je devrais écouter ce que mon patient, c'est lui qui a la maladie, c'est lui qui le vit avec, fait que c'est lui qui sait un petit peu plus comment chanter avec. Ben oui. Puis je comprends qu'il peut y avoir cette méfiance-là. Tu peux, tu sais pas à qui t'as affaire. Est-ce que la personne, elle sait vraiment? Est-ce qu'elle sait pas? C'est difficile pour l'étudiant de savoir, ou pour le médecin, de savoir à qui il a affaire comme patient. Par contre, comme patient qui navigue à plusieurs endroits, t'es pris avec l'idée que à chaque fois que tu vas dans un nouvel endroit, tu sais pas comment tu vas être reçu. Il faut que tu fasses une évaluation de ici, est-ce qu'on va m'écouter puis me croire? Est-ce qu'on va faire confiance à ce que j'ai appris? Est-ce qu'on va faire confiance au savoir que j'ai développé, à mes savoirs expérientiels puis à mes savoirs cliniques? Ou est-ce qu'on va me fermer la porte à ça? Puis si tu es trop insistant, là, il y a du braquage. C'est la même chose si tu te présentes à l'urgence, par exemple. Si tu te présentes à l'urgence en disant ça prendrait ça, 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 puis ça, il y a bien de fortes chances que l'infirmière au triage ou le médecin dise un instant, on va aller voir son dossier, on va regarder. Fait qu'il faut comme rebâtir ce lien de confiance-là à chaque fois. Puis c'est pas inscrit à la porte. Ici, vous allez avoir besoin de bâtir votre lien de confiance. Ici, vous êtes avec votre équipe normale de soins. Tout va bien. On peut se parler de façon très franche et authentique. Ici, c'est une autre approche. Ici, on a une approche un peu plus paternaliste. Puis on veut pas vraiment vous parler. On aime mieux regarder dans le dossier puis appeler votre pharmacien pour savoir quel médicament elle prend plutôt que de vous le demander directement à vous. Donc, à chaque fois, c'est comme tu as un ajustement continuel à faire qui est pas facile, qui est épuisant, qui est frustrant, qui est déstabilisant. Puis justement, mettons, à titre, juste pour savoir clairement, moi, bon, il y a beaucoup d'approches. C'est quoi, mettons, l'approche qui était la plus facile, puis comment qu'on peut dire que tout le monde opte pour cette approche-là, justement, c'est quoi l'approche que vous sentiez que ça allait mieux puis que les soins étaient juste tout le temps meilleurs quand les gens vous approchaient de cette façon-là? Bien, je pense que c'est l'approche d'abord relationnelle de mettre en valeur qu'est-ce que vous savez sans prendre pour acquis ou prendre l'hypothèse de base que tu fais erreur comme patient puis que tu t'es trompé ou que comme patient, ça se peut pas que tu aies les bonnes informations. Fait que déjà, de ne pas prendre cette hypothèse de base-là, puis juste d'aller à l'écoute, à la rencontre, tu sais, de créer le lien relationnel. Puis de dire, OK, bien, on va regarder ça ensemble, puis on va le faire ensemble. Il y a quelque chose de très, très frustrant, puis à la limite un peu brutal et épeurant de se faire dire,
non, entrez pas dans la relation. Je vais me référer à un dossier médical qui a peut-être des erreurs, qui est peut-être incomplet, ou je vais appeler votre pharmacien qui a peut-être pas les dernières mises à jour de vos médicaments, mais j'aime mieux parler avec quelqu'un d'autre qui est pas au courant qu'avec vous. C'est très brutal comme relation de soins. Ça enlève du soin, en fait. Ça l'enlève. Ensuite, ça vient enlever aussi l'énergie qui est nécessaire à poursuivre. Tu es dans un parcours de maladie, tu es dans un parcours qui est dur. Là. La maladie, c'est dur. Tu es dans un parcours où il faut que tu retournes à la maison puis que tu continues les soins. Donc, le lien de confiance, c'est l'élément, je dirais, essentiel de partir sur une relation de confiance puis de bâtir sur ça et de bâtir à partir aussi à partir des connaissances, à partir de la volonté, à partir de ce qui est important pour le patient dans son quotidien. Pourquoi on soigne, en fait? Pourquoi tu veux que ton patient aille bien? C'est pour qu'il puisse vaquer à ses occupations qu'il privilégie, qu'il aime, d'aller faire ses projets de vie, d'aller faire ce qu'il a envie de faire. Ça se peut que tout ça, ça soit pas la même chose que ce que toi t'as en tête comme médecin. Ça se peut que toi, tu voudrais que tu veux soigner quelqu'un parce que tu veux avoir des bonnes statistiques, tu veux pas que personne décède sur ton corps de travail, tu veux pas, tu sais. Fait que ça, déjà, c'est des objectifs qui peuvent être très différents, des objectifs de soins qui peuvent être très loin les uns des autres. Puis, mettons, concrètement, moi, je me demande, parce que justement, off-cam, on parlait justement que des fois, les médecins, les étudiants, les résidents, c'est sur deux mondes, tu sais, mettons. Puis ça, même moi, je l'ai vécu, là, puis je parlais justement de ça avec ma collègue. Tu sais, des fois, là, tu as une liste de patients à aller voir, puis là, tu te dis, ah, il est rendu 4 heures, puis là, j'ai envie d'aller à la maison, mais OK, je vais aller voir les patients. Mais tu sais, je rentre dans la chambre, puis je me dis, aïe, elle, ça fait une semaine qu'elle attend, puis elle sait pas si elle va avoir sa chirurgie, parce que là, elle a des diverticulites, puis là, on attend de voir si les abcès, ils vont s'en aller. L'autre patiente, elle est pas stop, là, elle arrête pas de vomir, elle va pas bien. Tu sais, on dirait que c'est difficile un peu d'humaniser un peu la chose parce que, tu sais, nous, c'est une liste de patients, puis des fois, le nombre de fois qu'on arrive dans une chambre puis qu'on oublie le nom du patient, parce que nous autres, c'est post-op numéro 3, je sais c'est quoi son sodium est à combien, mais je sais pas c'est quoi son nom de famille. Tu sais, comme, c'est souvent ça, puis moi, je me demande concrètement, tu sais, vous, c'est quoi que vous voyez chez un étudiant, un résident, puis un médecin que vous voyez que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous trouvez à la même place, les deux, vous êtes là pour la même raison. Je sais pas si ma question était longue, là, mais en gros, c'est vraiment ça. C'est quoi que vous ressentez que le professionnel de la santé il fait, qui fait en sorte que vous sentez que votre objectif est principal, puis la relation médecin-patient est bonne? Mais je pense que les patients, en tout cas, moi, je peux parler pour moi que je peux comprendre que, tu sais, un médecin, là, il y a une liste de dossiers, là, puis faut que ça passe, tu sais. Fait que ça n'a pas besoin d'être long, mais je pense que c'est important que j'ai le sentiment d'avoir ma place dans la relation. Donc, je comprends que tu peux arriver comme médecin puis dire, hey, moi, j'ai 3 affaires à dire, tchac, 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 merci, bye, puis je m'en vais au prochain. Mais moi, ça fait comme 24 heures que j'attends. Le médecin va peut-être passer aujourd'hui. Le médecin va passer vous voir aujourd'hui. Mais là, on ne vous dit pas à quelle heure, on ne dit pas qu'on avait le temps, on ne vous dit même pas c'est qui le médecin. Puis entre-temps, tu as 8, 10, 12 personnes qui vont rentrer dans ta chambre, qui vont se présenter. Je suis préposée bénéficiaire, je suis infirmière. Ah, je suis la nouvelle infirmière. Ah, je suis l'infirmière qui travaille avec l'autre infirmière. Bon, je suis l'inhalothérapeute. Mais là, tu dis, moi là, quand le médecin va passer, là, la question importante pour moi, c'est ça. Il faut que je pose cette question-là. Puis là, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Puis là, le médecin, il arrive, il passe ses messages, puis il s'en va. Puis la première affaire que tu sais, c'est comme, voyons, j'ai pas réussi à lui poser ma question, puis il est déjà parti. Puis là, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Fait que je pense que juste le temps de dire, de prendre le temps de connecter, puis juste s'assurer que la personne, on a répondu à ses questions. Déjà, ça fait une différence, puis ça n'a pas besoin d'être long. Je pense que le contact relationnel de qualité, il n'est pas long à établir. Ça va assez vite qu'on décide si on fait confiance ou pas. Ça va assez vite de se décider si on a aimé ou pas, si on a aimé ça ou si on n'a pas aimé ça, ou si on sort de cet épisode de 2-3 minutes d'interaction avec un médecin en disant ouf, OK, ça, je suis contente, là, il est passé, puis je suis rassurée, puis je pense que je sais où je m'en vais, versus, my God, il est passé comme un éclair, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. En fait, il m'a dit quelque chose, j'ai compris sur le coup. Là, je m'en rappelle plus, je suis comme, ça s'en va, puis qu'est-ce que ça a donné finalement, cette rencontre-là? Puis, mettons, concrètement, c'est quoi les trucs que vous dites, ah, lui, c'est un bon, ah, lui, elle, je vais avoir de la misère cette semaine. Concrètement. Ben, je pense que ça va beaucoup avec avec
ce qu'on pense qu'est le degré d'écoute et de compréhension que le médecin a de nos symptômes. Donc, si j'ai peur de quelque chose, si j'ai un symptôme qui me dérange ou si c'est un symptôme qui m'inquiète plus qu'un autre, mais que j'ai l'impression que tu n'es pas à l'écoute, ben je vais me sentir obligée de répéter le symptôme, de te retenir puis de dire, non, je pense, je voudrais te redire que j'ai vraiment mal, là, tu sais. Fait que là, je suis obligée d'être redondante, d'amplifier, puis peut-être que toi, en fait, tu es en train de très bien écouter, mais que je perçois pas ton écoute. Puis là, tu es en train de dire, voyons, ça fait 3 fois qu'elle m'écoute. Elle est donc bien fatigante, là, tu sais, qui compris, là. Fait que je pense que c'est cette danse-là à deux, communicationnelle, quand elle a lieu ou pas lieu, qui va décider si est-ce qu'on danse ensemble ou pas, là. Je comprends. Super intéressant tout ça. Off-cam, on parlait, puis là, on disait, on a eu beaucoup de conversations pendant que ça tournait pas, mais je parlais de, mettons, que moi, quand je me présentais, je disais bonjour, je suis étudiante en médecine. Puis après ça, je disais quand tu es médecin résident, tu te présentes comme docteur. Puis là, vous semblez vouloir dire quelque chose par rapport à ça. Je suis intéressée de voir c'est quoi Oui, par rapport à la présentation. mais en fait, c'est ça, c'est que quand tu es hospitalisé ou quand ben, je vais prendre l'exemple d'être hospitalisé. Il y a vraiment beaucoup de gens qui rentrent dans ton espace. Il y a des gens qui rentrent dans ta chambre. Des fois, tu es avec quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup de circulation, puis il y a beaucoup de gens qui viennent, qui vont se présenter, puis là, il y a les quarts de travail. Fait que tu multiplies le nombre de personnes qui se présentent par 3 quarts de travail, puis là, ça change le lendemain ou le surlendemain. Puis là, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est que quand tu attends, tu es dans ton lit d'hôpital, puis tu attends, tu as une question qui te préoccupe, tu as une inquiétude, tu dis, oui, quand l'infirmière va passer, je vais lui demander ça. Quand le médecin va passer, il faudrait que je questionne telle chose. Puis là, l'étudiant arrive, puis il dit, bonjour, je suis externe, qui est très gentil. Puis il dit, externe. Je ne sais même pas c'est quoi un parcours d'étudiant en médecine. Puis là, j'ai déjà perdu le fil de ma pensée. L'externe a dit ce qu'il avait à dire. Toi, tu es rendu ailleurs dans ta pensée. Même chose quand les médecins résidents, ils vont dire bonjour, je suis résident. Aucune idée, là. Moi, ça m'a pris des années à essayer de comprendre. En fait, je ne m'attardais même pas à essayer de comprendre. Je suis préoccupée parce que moi, j'ai en tête par mes questionnements. Donc, j'ai aucune idée de la différence entre un externe, un résident, un médecin expérimenté, un médecin spécialiste, un médecin visiteur, un chercheur. Puis là, tu as tous ces gens-là là, qui viennent des fois te rendre visite. Donc, c'est très difficile de faire la distinction entre toi, tu es en train d'apprendre vraiment les fondements de la médecine, tu en es à tes premières interactions avec des patients dans le réseau de la santé, versus un résident qui, OK, là, ça y prend un peu plus d'assurance, puis lui, il a le droit de prescrire quelque chose, versus un médecin qui est très expérimenté, qui connaît ça, puis qui peut aller un peu plus vite. Donc, toutes ces nuances-là, elles sont complètement évacuées quand tu es en jaquette d'hôpital, que tu as mal quelque part, puis que tu essaies de te rappeler qu'est-ce qu'il faut que tu dises quand le médecin va se présenter à ton chevet. Fait que cette présentation-là, c'est important de le faire. C'est chargé là, de choses. C'est pour ça, des fois, je dis on a des conversations parallèles, dans le sens que tu vas arriver, tu vas dire, ben, je me suis présentée comme externe, mais je suis à milieu de comprendre de quoi tu me parles, de ta réalité. Non, mais je trouve ça intéressant parce que moi, en tant qu'externe, je dis toujours je suis étudiante en médecine, puis les gens comprennent tout pas, ils m'appellent tout docteur, ils comprennent pas, puis ils me posent plein de questions, puis si je suis correcte, j'essaie de répondre comme je peux, mais je trouve ça intéressant que c'est vrai que même ma mère, moi et ma soeur jumelle, on est en médecine, elle comprend pas où je suis dans mon parcours et quand je serai médecin pour de vrai. Je peux même pas imaginer les patients qui ont pas de... Qui sont préoccupés, qui ont le cerveau, Qui eux autres sont comme en question. avec autre chose, là, tu sais, sont préoccupés avec leur chat à la maison, qu'il n'y a pas eu la visite pour sortir le chat, puis qu'eux sont hospitalisés, puis que qui va payer le truc parce que là, je suis en retard dans mes paiements, puis là, je suis hospitalisée, puis comment, tu sais. Fait que, en gros, l'étudiant en médecine ou le résident, ce serait quoi le meilleur pour un patient qui est hospitalisé pour se présenter, vous pensez? Bien, je dis pas que je pense que c'est compliqué l'hospitalisation, c'est pas le moment de faire la distinction vraiment entre un externe et un résident. Je me dis, on attend tellement dans les salles d'attente, il y a tellement de lieux où tu attends, tu sais, je dis, mais ça serait le fun peut-être. Là, ça sera marqué le parcours pré-med, première année, deuxième année, externat. L'externat, ça se passe pas à l'université. Ben non, c'est externe, ça s'en va dans les milieux, mais ils sont étudiants pareil, mais ils sont pas dans l'université. Bref. Je trouve ça intéressant, c'est vrai, puis ça m'aide un peu plus aussi le patient, plus comme qui fait... C'est une mentalité un peu moins patriarcale. Là. Le patient, il fait partie de l'équipe soignante, puis il comprend un peu qui fait quoi dans toute l'équipe. Merci beaucoup,
C'est vrai, c'était super intéressant. Fait que je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter que vous aimeriez que tous les médecins sachent. C'est un petit fait éclair, là. Un petit fait éclair, Ouais. je dirais, ben, à l'entrée en résidence, là, parce qu'on sait qu'au mois de juillet, on passe de l'externat à la résidence, là, tu sais. De garder en tête quand vous arrivez dans le milieu de votre résidence que c'est le milieu des patients, c'est pas le milieu juste des patrons puis juste des résidents. C'est un milieu qui est commun à c'est un lieu commun à plusieurs souffrances, en fait. La souffrance d'être résident, parce que c'est pas facile, tu sais, c'est compliqué d'être résident, puis il y a des embûches, puis c'est pas facile d'être un patient, puis c'est pas facile de maintenir une relation. Donc, juste de reconnaître qu'on est ensemble dans un lieu qui est chargé de sens. Ouais, j'adore ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Merci à Mme Descoteaux d'avoir été présente pour ce merveilleux épisode. Je pense que, je le répète encore, je pense que c'est un des podcasts les plus importants de toute la série, là. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à le liker et le partager. Aussi, si vous êtes résident d'une spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, je vous encourage vivement à devenir résident affilié. C'est gratuit et c'est prêt à vous apporter beaucoup.